Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street. Donc, désolé pour ce léger retard. Bienvenue à tous. Nous sommes donc la première séance du mois de décembre, le 2 décembre. Pas mal de chiffres. D'ailleurs aujourd'hui on ressort de 2 jours de fermeture ou d'ouverture très réduite des marchés boursiers américains. Donc forcément, on a de la volatilité qui revient un peu depuis ce matin sur le Forex notamment. Vous avez tous constaté le rejet sur la paire euro-dollar sous les 1,3640 qui était une résistance d'ailleurs qu'on vous avait mentionné. Bon, pour autant, il n'y a pas de cassure de support. Donc on va faire le point sur tous ces actifs. Pas mal de statistiques aujourd'hui qui ont été publiées ce matin au sein de la zone euro, qu'on vient aussi d'avoir aux États-Unis, donc à 14h58, heure de Paris, donc il y a quelques minutes. L'indice PMI manufacturier, donc l'indice de confiance des directeurs d'achat dans le secteur industriel aux États-Unis selon la société Markit. Le chiffre est ressorti supérieur aux attentes. D'ailleurs, on a eu 54,8. Je crois que le marché attendait 54,5. Donc ça, c'est favorable au dollar américain. Et puis, à 16 heures, donc dans un peu moins de 45 minutes, nous aurons à nouveau un indice de confiance dans le secteur industriel aux États-Unis. À nouveau un PMI, sauf que celui-ci il est calculé par l'ISM. Donc il est beaucoup plus suivi d'ailleurs que celui qui est calculé par la société Markit. Donc on va parler de tous ces éléments-là. On va suivre tout à l'heure en direct le chiffre à 16 heures. Et puis on va passer en vue pas mal de choses, pas mal d'indicateurs macroéconomiques, puisqu'on a eu quelques données intéressantes depuis la fin de semaine dernière. Puis on remettra aussi en perspective tout ce qu'on attend cette semaine, puisque la Banque Centrale Européenne, vous le savez, prend une nouvelle décision de politique monétaire jeudi prochain. Alors ça fait à peine un mois que la dernière a eu lieu, c'était le 7 décembre dernier. Cette fois-ci, elle tombe là, le 5 décembre, ça fera à peine un mois. Bon, clairement, on n'aura pas de baisse des taux, du taux directeur à 0%. En même temps, je pense que il y a un mois, je disais la même chose. Enfin, quoique non, j'étais pas aussi catégorique. Je disais pas que nous n'aurions pas de baisse de taux à 0,25. Techniquement, c'était possible. On l'avait vu avec les chiffres de l'inflation, parce que il y a un mois, une semaine avant que la BCE baisse ses taux, on avait eu les chiffres de l'inflation du mois d'octobre au sein de la zone euro, et ces derniers avaient été largement inférieurs aux attentes. Alors que la première estimation de l'inflation pour la zone euro au mois de novembre, celle qui a été publiée jeudi dernier. Et en fait, c'est une lecture sur le mois, mais on a simplement les données des 3 premières semaines. Donc c'est ce que Eurostat appelle une estimation rapide. Si vous allez sur le site d'Eurostat, voilà, ça s'appelle estimation rapide. Bon, on attendait 0,8, on a eu 0,9. Donc on peut parler de redressement, léger redressement du taux d'inflation au sein de la zone euro. C'est pourquoi je pense que là, on n'aura pas de baisse du taux directeur de la BCE à 0%. Et puis si la BCE faisait ça, là, du coup, il y aura vraiment toutes ces cartouches classiques qui seraient grillées, quoi. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à ce point de marché. Alors, l'indice PMI du secteur manufacturier aux États-Unis selon Markit supérieur aux attentes. On voit qu'il y a une réaction positive du dollar américain. On va regarder sur le graphique du FXM dollar index. Si vous avez suivi ce matin sur Real Time News les tweets d'Adrian par exemple, il a souligné que cet indice dollar américain rebondissait sur la moyenne mobile à 20 jours. Il y a une belle mèche basse aujourd'hui daily sur cette moyenne mobile à 20 jours. Et puis on va revenir sur ce que vous a proposé Romain Cap la semaine dernière avec sa lecture en ETEI, tête-épaule inversée, si jamais ce dollar index franchit les 10 650 points. Donc bienvenue à toutes et à tous. Alors un coup d'œil à la file commentaire pour être certain que je ne parle pas dans le vide depuis 5 minutes, sinon c'est pas grave, je refais le speech. Non, c'est bon, donc Gilles79 me confirme par exemple que le son et l'image sont tout bons. Alors avertissement légal, bon, comme d'habitude vous le connaissez, je vous le laisse sous les yeux quelques secondes. Voilà. Alors ça c'est le premier agrégat économique dont je vous ai parlé. Et je commence par celui-là. Alors aujourd'hui, on n'attend pas les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro, mais on a le temps de voir venir le PMI, c'est d'ici 40 minutes. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer ma présentation par ça? Eh bien, tout simplement parce que je voulais vous montrer la différence entre le jeudi 7 novembre, donc le jeudi 7 novembre c'était il y a bientôt un mois, et le jeudi 5 décembre. Jeudi 5 décembre, c'est le jeudi de cette semaine. Alors, ça, c'est le chiffre dont nous avons pris connaissance 2 semaines avant que la BCE baisse ses taux le 7 novembre. Il s'agissait en fait du taux d'inflation en zone euro au mois d'octobre. Donc 0,7% entre octobre 2013 et octobre 2012. Et en fait, il y avait deux choses. Il y avait d'une part la poursuite du phénomène de désinflation observé au sein de la zone euro depuis l'été 2012, ralentissement de la croissance des prix, mais surtout
un vrai décalage, une vraie rupture, une accélération euh, du ralentissement de la croissance des prix au sein de la zone euro. Et puis, pour certains pays du sud de l'Europe, nous avons même eu un taux d'inflation négatif. Donc, un taux de variation négatif. Et qu'est-ce que c'est un taux de variation négatif des prix? C'est de la déflation. Alors là, si on regarde la première estimation de l'évolution des prix au sein de la zone euro pour le mois de novembre, c'est 0,9%. Alors ça, c'est basé sur les 3 premières semaines du mois de novembre. Il y a encore les chiffres de la 4e semaine qui sont manquants. Donc là, ils sont en train d'être compilés par Eurostat et vous aurez le chiffre officiel le 17 décembre prochain. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on attend pour le mois de novembre? Et c'est ce que semble indiquer cette première estimation. Poursuite naturellement de la tendance baissière, de l'évolution des prix, mais par contre un rebond par rapport au mois d'octobre. Voilà, donc là clairement, si nous avions eu un taux d'inflation au sein de la zone euro en première estimation à 0,4-0,5, là je pense que les autorités monétaires européennes se seraient alarmées et on aurait pu avoir jeudi prochain un taux directeur amené à 0%. Voilà, franchement, ça me paraît vraiment peu probable. Alors vous savez, avant qu'une banque centrale prenne une décision de politique monétaire, on interroge des économistes. Il y a un panel en fait, c'est toujours le même, et il est régulièrement interrogé. Au début du mois de novembre, sur l'ensemble des membres du panel, alors je crois qu'il y en a une vingtaine, un seul est en faveur d'une baisse des taux. Euh, cette fois-ci, c'est zéro. Bon, alors bon, là, on a quand même vraiment la peu de chance de voir la BCE toucher à ces taux, actuellement 0,25. Peut-on voir un taux à zéro? Peut-être en 2014, à suivre, mais là ça me paraît un peu trop tôt pour cette dernière décision de politique monétaire de la BCE ce mois-ci. Et puis on en reparle jeudi bien sûr en direct au même endroit, puisque là nous aurons d'une part la décision de taux, et puis d'autre part ce cher monsieur Draghi qui prendra la parole. Donc taux d'inflation au sein de la zone euro, un rebond, mais une tendance baissière à suivre le 17 décembre prochain avec les chiffres définitifs. Mais voilà pourquoi ne vous attendez pas cette semaine à une baisse des taux par la Banque Centrale Européenne. Mais il n'y a pas que la politique de taux d'intérêt directeur pour une banque centrale. Alors bon, c'est vrai que la Banque Centrale Européenne elle est quand même beaucoup plus classique que les banques centrales anglo-saxonnes qui elles vont bien au-delà d'une politique monétaire classique fondée sur le cycle des taux d'intérêt. La Banque Centrale Européenne a commencé elle aussi à changer. Vous connaissez tous les fameux programmes LTRO. Alors ça consiste pas à racheter des actifs, mais c'est mettre à disposition des banques une enveloppe d'argent gratuitement, concrètement gratuitement on leur donne et allez-y injecter ça dans le circuit économique. Mais est-ce que ces banques commerciales européennes, vos banques de réseau, votre agence bancaire classique, est-ce qu'elles financent vraiment l'économie comme le souhaiterait la Banque Centrale Européenne? Alors moi sur ce slide je vous présente deux choses, deux relations. La première relation, celle qui dit banque centrale et banque commerciale. Alors là, on peut considérer que la relation là est plutôt bonne, puisque la Banque Centrale Européenne a décidé en effet d'abaisser le coût de l'argent auprès des banques commerciales. Et je pense que les banques commerciales en effet empruntent maintenant plus aisément de l'argent auprès de la Banque Centrale Européenne. Mais qu'en est-il de l'utilisation de ces fonds? La relation est-elle bonne entre les banques de réseau et l'économie réelle, entre les banques commerciales et le réseau des entreprises et le réseau des particuliers? Parce que je vous montre là ce graphique, c'est que même si le coût de l'argent pour les banques commerciales il est plus faible lorsqu'elles se tournent vers la Banque Centrale Européenne, même si les taux de crédit immobilier, de crédit à la consommation, de crédit tout court pour les entreprises sont faibles, eh bien vous observez qu'il n'y a pas forcément une demande supplémentaire, mais surtout que les banques commerciales n'ont pas retrouvé, je dirais, une confiance totale envers les agents économiques, puisque l'encours de crédit des banques de réseau au secteur privé, lui, diminue. Alors la chute n'est pas énorme, mais on observe quand même une belle tendance baissière. Bref, c'est aujourd'hui ce qu'essaye de corriger la Banque Centrale Européenne, comment inciter les banques commerciales à ne pas refuser trop de dossiers de financement de la part des particuliers et des entreprises. Et comment est-ce qu'on incite la banque de réseau standard à prêter aux agents économiques? C'est en la taxant si elle laisse son argent sur son compte courant à la Banque Centrale Européenne. Et ça, c'est le fameux taux de dépôt négatif qui a été évoqué par le marché, qui a été dénigré par la Bundesbank, par les autorités allemandes, qui considèrent que c'est juste inadmissible. Là, d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne ne l'a jamais fait. Mais voilà pourquoi maintenant, la priorité pour la Banque Centrale Européenne, c'est de faire en sorte que les banques
transmettent la politique monétaire accommodante de la BCE aux agents économiques, voilà, en prêtant davantage. Mais on voit pour l'instant sur ce graphique que ce n'est pas le cas. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, l'autre aspect qui inquiète beaucoup la Banque Centrale Européenne, c'est le coût de l'argent. Alors le coût de l'argent, bien sûr, pour les États qui s'endettent. Ici, vous avez le coût de l'argent à 10 ans lorsque l'Italie et l'Espagne émettent un emprunt donc via une obligation. Et vous constatez que depuis 2011, on a quand même une forte baisse de ce coût de l'argent. Alors c'est bon signe. Ici, nous étions en 2011, début 2012. Explosion du coût de la dette pour l'Espagne et l'Italie. Puis je vous rappelle tous, on va regarder tout à l'heure, le comportement des indices boursiers à l'époque, eh bien en 2011 et jusqu'au milieu de l'année 2012, on avait eu une belle tendance baissière, un beau décrochage des marchés actions. Donc pour ce faire, là concrètement, la Banque Centrale Européenne, là, elle fait rien de spécial, elle ne rachète pas, vous le savez, d'obligations souveraine des pays de la zone euro. Par contre, vous le savez, la Réserve fédérale des États-Unis, elle rachète des obligations d'État américaines. En tout cas, du côté des taux longs européens, pour l'instant, pas d'inquiétude particulière, c'est même plutôt le contraire. Si on continue, alors ça c'est pour la période de 2011, et j'essaye en fait de là vous montrer pourquoi la hausse des taux représente un danger pour le marché action. Tout simplement parce que c'est ce qui avait fait couler concrètement les marchés actions en 2011. Je vous rappelle ici, on va repasser sur l'indice CAC 40 à la même période. On va compresser l'historique des prix. Voilà 2011. Voilà ici concrètement quel a été l'impact de la hausse du coût de la dette des pays du sud de l'Europe sur les marchés actions. Vous aviez un CAC qui est passé de 4100 points à 2800 points en l'espace de 5 mois. Donc voilà, à peu près, vous calculez, plus de 1000 points de baisse en l'espace de 5 mois. Ça c'est le lien, je dirais, très négatif, le catalyseur très négatif que peut représenter la hausse du coût de la dette des taux longs pour la classe d'actifs des actions. Alors en Europe, là il est hors de question de parler de hausse du coût de la dette puisque c'est plutôt le contraire, même pour les pays du Sud, ça se détend. Par contre pour l'économie américaine, depuis le printemps dernier, le coût de la dette augmente. Alors il s'emballe pas, mais il s'approche du niveau des 3%. Il est collé sous 3% depuis quelques semaines et il baisse pas. Mais il monte pas non plus. Donc celui-là, il faut le surveiller. Ensuite, quelque chose qui provoque un peu de tension à court terme. Alors est-ce que c'est ça là qui est aujourd'hui responsable de la tendance aujourd'hui négative sur le marché des actions, ou encore du décrochage, enfin du rejet sur la paire euro-dollar à court terme? Honnêtement, j'en sais rien. Mais je vous remontre à nouveau un graphique de taux d'intérêt. Donc celui-là, je pense que vous le connaissez. Sauf que ça n'a strictement rien à voir avec le coût de la dette des pays. C'est là le coût de l'argent au jour le jour. Le taux d'intérêt de base du marché interbancaire, l'EONIA. Concrètement, combien ça coûte d'emprunter de l'argent là pendant 24 heures sur le marché de la monnaie. Ici, 2010-2011, explosion du coût de la dette au jour le jour. Une situation bien sûr catastrophique pour les banques et pour les entreprises qui vont chercher justement de l'argent pour tout financement des besoins en trésorerie au jour le jour. C'est ce qui a complètement bloqué d'ailleurs le marché de l'argent ici en 2011, et c'est ce qui a amené justement en 2011 la Banque Centrale Européenne à offrir une énorme enveloppe d'argent à coût zéro pour justement diminuer, abaisser, détruire toutes ces tensions qui s'est manifestées sur le marché monétaire. Et puis depuis ces programmes dits LTRO, de financement à long terme, donc il y en a eu un en 2011, décembre 2011, un autre en février 2012, on a observé petit à petit le retour à la normale sur ce marché monétaire, donc ici le marché de l'argent au jour le jour. Et par contre, vous observez que depuis quelques séances, depuis à peu près le 20 novembre, on a des légères tensions sur ce coût de l'argent justement au jour le jour. Alors même que la Banque Centrale Européenne a à nouveau récemment baissé son coût de refinancement donc pour les banques commerciales. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ce que là vous avez sous les yeux, en fait, c'est la confiance, ça représente la confiance. C'est-à-dire que dès lors que le coût de l'argent au jour le jour augmente, c'est que les banques commerciales se font déjà moins confiance les unes entre elles, ça les met en risque, et puis c'est aussi là clairement difficile pour les entreprises qui vont chercher de l'argent chaque jour pour leurs problèmes, leurs enjeux de trésorerie. Donc ça c'est un vrai risque aussi pour le marché à court terme, ce sera un vrai risque systémique, et c'est ce qui pourrait amener
la Banque Centrale Européenne a lancé une nouvelle opération de financement à long terme pour se substituer justement à ce marché monétaire. Donc voilà en tout cas un taux là qu'il faut impérativement surveiller puisqu'il y a depuis quelques séances quelques tensions. Donc ce que vous devez retenir, c'est que l'enjeu c'est quoi? C'est de maintenir les taux d'intérêt le plus bas possible. Ça pour tout un tas de raisons. Déjà du point de vue de la gestion d'actifs, et puis surtout, vous l'avez tous observé pour le coût de la dette. Alors, on revient un peu à nos moutons, mais là concrètement, ce que je voulais faire en commençant par ça, c'est introduire tous les agrégats là, qui rendent peu probable une baisse des taux par la BCE jeudi prochain. Mais par contre, je pense qu'on peut avoir une communication un peu plus précise, un peu plus agressive sur potentiellement une troisième enveloppe d'argent justement pour tuer dans l'œuf immédiatement toutes ces tensions là qu'on peut observer sur le marché de l'argent à très court terme. Ça c'est quelque chose que la zone euro ne veut pas revivre. Sinon reprenez votre graphique du CAC 40 en 2011 et vous verrez les conséquences que ça peut avoir sur les actifs risqués. Alors le PMI manufacturier selon l'ISM. PMI, manufacturier, ISM, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, PMI, c'est les directeurs d'achat. Voilà, concrètement, dans une entreprise, ce sont les initiales du mot anglais, mais ce sont pour désigner dans une entreprise les directeurs des achats. Voilà, concrètement, une entreprise pour fonctionner, elle a besoin de matières premières pour produire tout un tas de choses. Bref, voilà, les achats d'infrastructures pour le fonctionnement d'une entreprise. Donc, clairement, lorsque ces directeurs d'achat font des achats, ils se projettent sur l'avenir, sur l'activité de l'entreprise, on va dire à quelques mois. Alors le PMI, c'est un indice de confiance, et comme tous les indices de confiance, c'est pas réel, c'est complètement immatériel, c'est irrationnel, c'est basé sur un sondage d'opinion. Manufacturier, voilà, c'est l'industrie, ça s'oppose au service. Alors c'est d'ailleurs pourquoi pour les pays développés, le PMI des services est considéré comme étant le plus important car il représente une partie plus forte, plus importante de l'économie. Et enfin l'ISM, qu'est-ce que c'est? C'est l'institut qui vous propose cet indice de confiance qui organise en fait ce sondage d'opinion. L'ISM c'est un institut américain. Et celui que nous avons eu tout à l'heure à 14h58, le PMI, donc ce sondage, il était proposé par Markit, M-A-R-K-I-T, et ça c'est une institution, c'est une société privée. On va revenir d'ailleurs tout à l'heure sur ces chiffres et sur ce qu'il y a derrière d'ailleurs ce PMI. Donc 56,4, ça c'était le PMI manufacturier selon l'ISM pour les États-Unis au mois d'octobre. Et on a eu à l'époque 56,4. Alors concrètement tout ce qui est au-dessus de 50, c'est que le sondage réalisé est plutôt en faveur d'un certain optimisme. Tout ce qui est en dessous de 50, c'est plutôt le pessimisme qui prévaut. Alors après, l'échelle est un peu plus complexe que ça. Je vous laisse aller sur le site de l'ISM ou encore de Markit pour avoir le détail. Mais voilà, il me semble qu'en dessous et au-dessus de 42, il y a aussi quelque chose. Enfin, il y a une échelle un peu plus précise. Mais ça, je vous laisse aller voir concrètement ce qu'il y a derrière ce sondage d'opinion. Dans tous les cas, là ce qui compte c'est deux choses. De poursuivre la tendance haussière qu'on a depuis l'été dernier sur cet indice PMI. Si vous voyez sur les derniers mois, on a eu 55,4, 55,7, 56,2, 56,4. Et pour le mois de novembre, justement, petite rupture attendue, 55,5. Alors, là, le PMI Markit qui est tombé à 14h58, il a été supérieur au consensus. Alors on peut s'attendre à ce que le marché, ce consensus de 55,5 soit battu. On verra. En tout cas, on retient ça, donc 55,5. Et on en prend connaissance tout à l'heure à 16h. Alors, pour ce qui est de Markit, je voulais vous montrer. Donc, voilà ici, je vais vous donner le lien vers ce document PDF donc, qui vous explique un certain nombre de choses. C'est un document en anglais, mais c'est pas bien difficile à comprendre. Mais voilà, derrière, il y a un détail en fait. Il y a plusieurs composantes en fait dans ce PMI. Donc je vous laisse en prendre connaissance pour la partie industrielle.
Vous voyez hein, que ça parle, c'est détaillé en fait. Hein, il y a la partie qui est liée donc aux achats de biens durables. Enfin voilà, c'est un peu plus précis. Donc ça, je vous laisse en prendre connaissance. Donc concrètement, voilà, c'est le climat des affaires, mais côté, je dirais, amont, voilà, directeur des achats. Et si on zoome d'ailleurs sur ce graphique, alors on va zoomer. Alors est-ce que ça marche? Voilà, on va zoomer. Hop. Donc là, vous avez celui de Market. Voilà. Alors, je sais qu'il y avait des questions, notamment ce matin, pour savoir concrètement si c'est au-dessus de 50, en dessous de 50, au-dessus de 40, enfin bref, peu importe. Prenez le chart depuis janvier 2010 sur le PMI proposé par la société Market. Bon, je pense que là, ça saute aux yeux. Vous voyez l'importance du niveau des 50, c'est clairement le point bas. C'est plus ou moins un indice qui varie entre 50 et 60. La vraie rupture, ce serait de repasser sous 60. D'ailleurs, les États-Unis sont dans une phase de croissance économique depuis 2010, donc il n'y a pas de secret. Si là on devait repasser sous 50, puisque c'est un sondage d'opinion et qu'on demande aux sondés de se projeter dans le futur, ça fait partie de la catégorie des indicateurs avancés. Donc ce qu'on lui demande en fait à cet indicateur, c'est d'être au-dessus des 50. Et là, celui de Market, il l'est. Alors, donc là on est sur le site Bloomberg, hein, la partie web de Bloomberg. Juste pour vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure, le coût de la dette américain, le rendement de la dette publique américaine à 10 ans. Euh, je vous ai montré tout à l'heure le lien qu'on pouvait faire, notamment pour les marchés actions européens, on va passer sur l'horizon de temps hebdomadaire, entre l'envolée du coût de la dette et la baisse des actions. Alors comment est-ce qu'on peut faire le lien entre la hausse du coût de la dette et la baisse des actions et pourquoi moi je pense que le catalyseur d'une phase de prise de profit peut venir de ce marché de la dette. Alors là vous avez le CAC depuis 2009, alors, début du marché haussier, si on peut appeler ça un marché haussier, moi, ça me paraît quand même plutôt plat en fait sur le CAC, hein, entre 3000 et 4350. Donc une première phase de hausse qui avait commencé à 2400 points et qui avait culminé à 4150. Ça c'est bien. Et puis 2011, résurgence de la crise de la dette au sein de la zone euro, explosion du coût de la dette espagnole et italienne, pardon. Taux à 10 ans espagnol qui est monté à 7%, l'Italie à 6,5%. Ça crée deux choses. Déjà pour un gérant d'actifs, lorsqu'il y a une obligation d'État qui se met à verser 6 à 7% par an, on se dit on peut y aller. Enfin, on peut mettre quelques billets dessus, ça rémunère quand même pas mal. Et puis bon, on partait du principe que de toute façon, en dernier ressort, il y aurait quelque chose comme la Banque centrale ou le FMI qui pourrait voilà, maintenir le pays à flot. Donc je vais toucher mon rendement de 6-7%. Et puis, si on n'arbitre pas en faveur des obligations d'État des pays comme ça qui se mettent à bien rémunérer, on peut partir aussi du principe qu'il y a un vrai risque, cette fois-ci systémique, et dans ces cas-là, on sort des actifs risqués. Donc que vous soyez gérant ou économiste, que vous fassiez de la global macro, peu importe, la hausse des taux longs de manière aussi forte qu'on a eu en 2011, ça vous fait sortir des actifs risqués. Alors on revient ici, on était en mai 2011, et en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez on va dire une quinzaine de semaines, l'indice a perdu 1500 points. Donc voilà pourquoi moi je vous invite clairement à surveiller ce coût de la dette. Alors en Europe il n'y a pas trop de danger là, puisque celui de l'Espagne, de l'Italie on est sur 4%, ça rebondit pas trop. On va pas comparer avec la situation américaine, mais voilà, je pense que si jamais par exemple le taux américain à 10 ans franchit 3%, alors on l'a eu à 4-5% il y a quelques années, mais peut-être qu'à ce moment-là la dette publique US n'était pas ce qu'elle était. En tout cas, voilà, moi je pense qu'il faut vraiment surveiller deux choses, ces taux longs américains, et puis le coût de l'argent sur le marché monétaire au sein de la zone euro. Donc tous les taux inférieurs à un an, tous les Euribor. Et puis là, on a remarqué ça là, depuis une petite semaine sur l'Eonia. Il y a eu des petits soubresauts haussiers, on ne sait pas trop pourquoi, alors pourtant la BCE baisse ses taux. Voilà, bon, ça s'inquiète, à surveiller. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui.
Alors ça c'est le graphique de l'euro-dollar en données hebdomadaires en cours de clôture. Donc ce que vous voyez ici c'est les 30,3 pips que j'ai encaissé sur la vente que j'avais fait le 27 novembre dernier sous un 36,40. Alors pourquoi je suis sorti? Parce que je vois pas pourquoi aujourd'hui l'euro-dollar décrocherait et casserait un support alors qu'il n'a pas réussi à le faire depuis 2 semaines. Par contre, en effet, à mesure que va se rapprocher jeudi prochain et le discours de Mario Draghi, euh, je pense que là, il peut se passer quelque chose. On est toujours sous les 1,3640. Donc ça, c'est la résistance en données hebdomadaires. C'était le point haut ici de janvier 2013 qu'on a tenté de casser en octobre en accélérant à 1,38 et puis hop, réintégration. Et en fait, on échouait sous cette oblique baissière en place depuis 2008 qui lie tous les cours de clôture depuis 2008. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, si vous prenez tous les bas de marché depuis juillet 2012 sur l'euro-dollar, bah vous avez aussi cette ligne de tendance haussière qui passe un peu plus bas. Donc là, le scénario pour moi, en fait, c'est tant qu'on reste sous 1,3640, 1,38 en fait, tout ce qui est entre 1,3640 et 1,3750, 1,38, je pense que c'est bien à vendre. Alors là, j'ai bon espoir qu'on y retourne peut-être pour aller avoir un bon point de vente. Et derrière, on a un marché qui peut revenir chercher les 1,3150. Et si jamais cette oblique là elle est rompue, bah derrière c'est un retour à 1,2850 et etc. etc. Tous les supports sous 1,2850. Bah ensuite bah vous avez 1,27 et puis 1,2150. Bon là on n'y est pas, on se projette sur 2014. Non, en fait ce que je voulais vous montrer sur ce chart, c'est l'impact des mesures non conventionnelles de la BCE. Alors la BCE elle n'achète pas d'obligations, achète rien en fait. Mais elle donne de l'argent. Hein, voilà, c'est un robinet d'argent qui est ouvert. Donc là, vous avez les deux précédents programmes. C'est en 2011 et en 2012, justement quand le marché monétaire a cessé de fonctionner. Alors ça veut dire quoi, cesser de fonctionner? Ça veut dire que les banques se prêtent plus entre elles, qu'elles prêtent plus aux entreprises et surtout que le coût de l'argent est tellement astronomique que de toute façon plus personne ne peut aller emprunter puisque ça ruinerait à ce moment-là les entreprises qui ne pourraient pas assumer la charge d'intérêt. Donc c'est à ce moment-là que la BCE elle a dit ok, vous voulez plus vous prêter entre vous, et bah c'est gratuit pour tout le monde et c'est illimité. LTRO 1, LTRO 2. À chaque fois même réaction. Premier LTRO, un eurodoll qui a perdu 700 pips. Deuxième LTRO, un eurodoll qui a perdu beaucoup, hein, enfin près de 1000. Donc concrètement, voilà, à mesure qu'on aura une banque centrale européenne qui s'exprimera en faveur d'un tel programme, je pense qu'on peut avoir à nouveau un choc baissier sur cette paire euro-dollar. Donc ça c'est vraiment du point de vue de la politique monétaire. Autre facteur qui joue d'ailleurs en faveur d'un point haut inscrit par l'euro-dollar sous les 1,38, regardez ce matin les indicateurs macroéconomiques qui ont été publiés au sein de la zone euro. Ce sont les PMI, on les retrouve, ces indicateurs avancés. Alors ça doit être Purchasing Manager Index, hein, c'est la confiance des directeurs d'achat. Ils étaient bons ce matin, bons pour la zone euro, bons pour la France, bons pour l'Italie, enfin bons entre guillemets, supérieurs au consensus, pas forcément aux chiffres précédents. Mais enfin en final, pas si défavorable que ça. Bon, étonnamment, on a un eurodoll qui a plutôt accéléré à la baisse. Maintenant là il casse pas non plus de support. Voilà. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit vraiment significatif comme tendance là sur la paire euro-dollar. Mais bon, voilà, par rapport à tous les événements, là, tout ce que je viens de décrire depuis quelques minutes, et puis la non-réaction du marché aux chiffres de ce matin, et puis depuis 2 semaines, on a eu quand même beaucoup d'indicateurs macro allemands plutôt favorables. Ça a simplement permis à ce marché de l'euro-dollar d'entrer dans une phase de rebond technique, mais finalement, on est pour moi toujours dans cette phase de décrochage qui a commencé vers le 20 octobre. Donc au final, si on résume, la désinflation qui se poursuit au sein de la zone euro, le coût de la dette étatique, lui, qui est sous contrôle, tant mieux. Par contre, le coût de l'argent à court terme, la confiance en fait entre les banques est plus important que ça, la confiance qu'ont les banques envers les agents économiques, et ça c'est tout simple, vous regardez l'encours du crédit, hein, concrètement, est-ce qu'elles y vont, est-ce qu'elles ont, voilà, elles observent en fait le taux de défaut, hein, elles y vont pas si elles anticipent que une hausse du taux de défaut, donc des crédits qui ne seront pas remboursés. Bref, tout est question de toute façon de confiance dans cette économie qui repose essentiellement sur le crédit. Donc
surveillez vraiment ce qui se passe du côté de Léonia, là, depuis à peu près le 20 novembre. C'est voilà, des petites tensions haussières, je ne sais pas d'où ça sort, mais voilà, il faut vraiment surveiller ça. Alors, on va continuer. Donc là, on était sur les graphiques hebdomadaires. Dans 10 minutes, on a le PMI manufacturier, donc selon l'ISM pour les États-Unis. Alors d'ailleurs, si je reviens rapidement, le consensus c'était quoi? C'était 55, 55,5. Bon, on verra l'impact sur le dollar. Allez, on va repasser sur les graphiques en données journalières. Et ensuite, je me laisserai guider donc par vos commentaires pour voir un peu les graphiques sur lesquels vous souhaitez revenir. Bon, pour tous les comment dire, les catalyseurs de la semaine, bon, je pense qu'on en a fait pas mal le tour. Enfin, on vous a déjà plus ou moins tout dit. J'en avais peut-être oublié un par contre. Je m'en suis rendu compte ce matin en allant sur le calendrier Eurostat. Donc mercredi 4, vous avez les chiffres de l'emploi aux États-Unis pour le mois de novembre selon la société ADP. Il y a aussi de la seconde estimation du PIB de la zone euro. Toujours selon Eurostat, donc lorsque vous êtes sur ce calendrier des euro-indicateurs, donc voilà, Commission européenne, agence Eurostat, en date du 4 décembre, vous avez les comptes nationaux, donc voilà, le PIB, deuxième estimation pour le troisième trimestre, ça c'est mercredi, et jeudi c'est BCE, plus deuxième estimation du T3 pour les États-Unis. Donc concrètement, mercredi, vous avez et l'emploi américain et le PIB européen. Jeudi, vous avez la BCE et le PIB américain. Et vendredi, l'emploi officiel américain. Donc, ça va swinger, c'est évident, entre mercredi et vendredi. Donc pour le calendrier des euros indicateurs, voilà, je vous donne ça. Mettez ça franchement dans vos favoris, c'est hyper clair, ça permet d'avoir les bonnes dates. Et puis voilà, c'est vraiment clair, c'est le site officiel. Alors bon, dans 10 minutes on a le PMI, donc écoutez maintenant, ah oui, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc ça vous avez le dollar US, alors plusieurs dollars américains là-dessus. D'une part le FXM dollar index, celui que vous connaissez tous, bon, vous savez comment il est calculé, voilà, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Le rôle de la moyenne mobile simple à 20 jours, bon, elle n'a pas eu un rôle non plus extravagant ces dernières semaines, mais là il s'avère qu'on fait ce matin, aujourd'hui, une petite mèche basse dessus. Mais finalement, l'enjeu est le même, l'idée c'est de franchir la résistance à 10 650 points, sinon nous n'irons pas plus haut. Je vous remonte ce chart et je vous redonne le lien parce qu'en fait c'est plus ou moins le scénario qu'on défendra si jamais cette résistance est franchie. Alors pour ma part, moi c'est la position longue que j'ai depuis mi-octobre, un long CFD dollar index. Sauf que voilà, maintenant on est vraiment sous ce fort niveau. Alors bon, immobile ou pas, peu importe, ce qui compte vraiment c'est de franchir cette résistance à 10 650. Si c'est le cas, voilà nous le scénario qu'on défendra. Davantage d'os pour le dollar US avec une target, en fait, à peu de choses près, sur les sommets annuels de ce dollar. Sous 10 650 points, ce n'est un scénario qui ne se produira pas. Donc ça c'est vraiment le niveau que vous devez surveiller. Est-ce qu'il va se passer quelque chose là avec le PMI? J'en sais rien. En fait je pense pas. C'est vraiment à partir de mercredi que les choses sérieuses commencent, mais il faut être prêt. Donc voilà, ça je vous ai donné le lien vers cette analyse, vous pouvez toujours la relire. Pour ce qui est de la paire euro-dollar, le topo est celui-ci en fait. Ce qui m'a invité à sortir c'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui je voyais aucune raison pour que le marché casse les 1,35-45. Voilà, bon, l'idée c'était d'encaisser un peu parce que voilà, j'ai essayé de le vendre à chaque retour ici, à chaque fois sorti à stop 0. Là je le voyais bien, le coup de se faire ressortir à stop 0, donc stand-by. Honnêtement, d'ici mercredi, on a un marché qui peut revenir chercher un 36,20, tout à fait. Et là, je ne le manquerai pas. 1,36,40 c'est la résistance hebdomadaire. 1,36,27 c'est 61,8% de retracement de ce que j'appelle le choc de la désinflation et de la baisse du taux de refinancement par la Banque Centrale Européenne. En fait, entre le 25 octobre et le 7 novembre, vous avez ces deux phénomènes réels fondamentaux. Vous avez un événement macro et un événement monétaire.
N'oubliez jamais, derrière un mouvement, d'avoir en parallèle de vos analyses techniques toujours le catalyseur macro, hein, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc là, le marché retrace 61,8 de ça. Voilà, c'est une belle proportion. C'est le point de vente optimal. Donc, voilà, je pense qu'on peut aller le rechercher. Et je le revendrai. Et ceux qui ont acheté ici le support à 1,3540 sur les recommandations de Nicolas, je sais plus, ou Adrien, je sais plus qui c'est qui a pris le long, c'est bien. Euh, Cible 1,36, c'est bien. Alors, le CAC 40. Eh bien, le CAC 40, alors bon, là je dessine le diamant, mais honnêtement, bon, j'en sais rien quoi. La figure va bien, reconnaissons-le. La figure va bien. C'est ce qui permettait d'ailleurs de capter encore le point haut en fin de semaine dernière. Rappelez-vous, on a vendu ensemble euh, quelques lots Eurostox 50. Ça se passe plutôt bien. Disons qu'en Europe, parmi les indices européens, tout ce qui est sur le CAC entre 4295 4305. Tout ce qui est sur l'Eurostox 50 à 3100 points, c'est de la résistance extrême, surtout pour l'Eurostox 50. 3100 points pour l'Eurostox 50, c'est les tops de marché, c'est la résistance horizontale majeure depuis 2010. Autant le CAC, je pense que c'est un indice qui est peu suivi par les investisseurs internationaux. Et disons que s'il y a des investisseurs internationaux qui s'intéressent à l'Europe ou qui négocient sur les contrats à terme d'indices, c'est l'Eurostoxx 50 ou le DAX. Donc sur le CAC, ok, mais sur l'Eurostoxx 50, les 3100, tous les institutionnels voient ce niveau. C'est une zone, alors je vais vous la montrer, c'est celle-ci. C'est celle qui a provoqué cette mèche de marché du 7 novembre. Et finalement, là, on voit qu'on tente à nouveau de la pénétrer. Et il y a un début de rejet. En tout cas, voilà. Je pense que tout ce qui est fait en fait au contact des 3100 ou à proximité des 3100 sur le Stoxx 50, pour ma part, ça se vend avec du rendement risque. Alors, ah oui, alors ça c'est le coût de la dette US à 10 ans. Enfin, vous observez tous hein, que depuis alors ça c'est depuis juillet 2012, il y avait eu une légère progression en fait. Elle est devenue verticale en mai dernier. Elle est devenue verticale en mai dernier. On est passé de 1,60 à près de 3%. Et là on est à 2,75. Le coût de la dette allemand, lui, il est toujours sous 2%. Il est vers 1,70, 1,75. Bref, il y a eu un élargissement du spread entre le rendement américain à 10 ans et le rendement allemand à 10 ans. Pour deux raisons. La première raison, l'Allemagne. Sa propre macro, elle sort du lot au sein de la zone euro. Voilà. Et deuxième raison, la perspective de voir la Fed réduire ses achats d'obligations. C'est ça qui a maintenu le rendement américain à 10 ans sur un niveau bas. Et c'est le fait d'anticiper le ralentissement de ces achats qui crée de la tension haussière pour une dette publique qui, elle, a pris de l'importance en pourcentage du PIB. Alors, on a parlé du dollar US, l'eurodoll aussi, les autres paires en dollars. Ah oui, l'USD CAD, bon, l'USD CAD il est pile poil sous ses points hauts ici du 3 octobre 2011, 1,0657, c'est un bel objectif là pour prendre quelques bénéfices, mais bon, on va surtout checker l'AUD USD. Alors l'AUD pour moi, si vous voulez, il reste assez vendu. Si vous regardez l'AUD index, je pense qu'on peut revenir sur ce niveau de support là, donc pour ma part, sur l'AUD USD, en fait, tant que ce marché se situe sous 0,93, je vise 0,89. En tout cas, je chercherai à vendre, pas au niveau actuel des cours, hein, c'est extrêmement mauvais. Mais si on doit casser 90-60, je choquerai pas qu'on revienne là. Le câble. Bon, alors le câble, c'est encore autre chose. Le sterling. Le pound. Bon, alors là, par contre, je pense que. Bon, on est probablement rentré dans une phase de pullback. À voir ensuite la réaction des cours à 1,6250. C'est un niveau qui doit confirmer son rôle de support. C'est-à-dire que si on casse 1,6250, c'est compliqué.
et en fait c'est fini. Donc là le marché va revenir tester ce niveau, faut que ça tienne, faut que prouver. C'est un niveau qui a quelque chose à nous prouver, c'est son rôle de support à suivre. Donc AUD USD, euro dollar, GBP USD, laquelle il manque, attendez je réfléchis, ah bah oui, je l'oubliais. Celle qui fait sa propre vie, qui monte, monte et monte. Pauvre Japon, j'ai envie de dire. Alors pauvre Japon, ils doivent plutôt sourire de voir la valeur de la monnaie comme ça chuter. Ça c'est bien pour les exportations, mais à partir de quand la chute d'une monnaie devient problématique? À partir du quand la chute d'une monnaie provoque la fuite des capitaux? C'est ce qui s'est passé dans les pays émergents. Le Japon n'en est pas là, mais ça prend quand même un mouvement, ça devient presque vertical. Pour l'instant ils sont cotants au Japon, sauf que voilà, malgré la chute de la monnaie, si vous regardez les chiffres de croissance au troisième trimestre, c'est pas non plus ça. Enfin bref, les paires en yens, là c'est parti. Par contre, là honnêtement, un USD yen à 103,50, franchement, prenez vos bénéfices. On revient ici sur le top de mai dernier. Je pense que là, il sera temps d'encaisser. Il y a un beau mouvement derrière. Il faut quand même savoir sortir d'un marché. Comme il faut savoir entrer d'ailleurs, je pense que c'est deux choses aussi difficiles. L'euro GBP. Alors, l'euro GBP, c'est un traître. Enfin, pour moi, c'est une paire qui est toujours traître. Elle est baissière, ok, on sait depuis 88. Sauf que voilà, le rythme, il est très traître. Concrètement, on peut être baissier là-dessus, mais se faire sortir à chaque fois. Ça baisse pas, ça n'a jamais été vertical la chute. Et puis regardez en fait ce qu'on a tapé là. Si vous joignez tous les bas de marché depuis février 2013, on est sur cette espèce d'oblique. Là, on est en données journalières. Vous voyez, hein, prenez le bas de marché du 8 février, du 28 mars et du 26 avril 2013. Et oh bah, c'est magique, on l'a fait ce matin. Bon, alors par contre, en plus là on a retracé 50%, 0,8280 c'est 50% de toute la hausse depuis juillet 2012. Donc voilà, ça glisse hein, tranquillement. Moi je pense qu'on ira plus bas, mais ce sera toujours comme ça saccadé et pas extrêmement joli. Donc là en gros, bah, maintenant la résistance qui a été formée c'est les 83,30, hein, 83,20. Donc ça c'est la première résistance. Potentiellement, oui, en effet, un cours de vente. Si le marché y va. Si le marché y retourne, voilà, 83,20. Mais bon, voilà, moi je regarde surtout, j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de... Oh, je sais pas si on a vraiment ça, mais... En tout cas, on a vraiment cette oblique là, donc voilà, je pense que là, c'est pour ça qu'on a un marché là qui fait une petite mèche aujourd'hui. Le chiffre. Alors, on attend 55,5, on regarde sur l'eurodoll. Que se passe-t-il? Oh là, j'ai l'impression que c'est bon. Oh oui, c'est bon. 57,3. Oula. Eh bien, il est bon ce PMI. Donc, comme d'habitude, le consensus, on peut dire qu'il sert à rien, puisqu'il se trompe tout le temps. Donc 57,3. Vive les indicateurs avancés, vive le dollar US et surtout vive le tapering. C'est-à-dire que bah là c'est un bon chiffre, donc ça va dans le sens d'une réduction du soutien de la Fed. Alors ça soutient le dollar US justement vis-à-vis de ses anticipations de tapering. Le prochain FOMC c'est le 18 décembre. On verra d'ici là, mais voilà, c'est un facteur de hausse pour le dollar US. 10 650, si c'est franchi, on vous met en home page l'analyse de Romain sur la tête-épaule inversée. Si c'est pas franchi, on vous la met pas. Enfin voilà, on vous l'a remonté, donc si vous voulez savoir ce qui se passe, si jamais on franchit, c'est pas sûr, on est toujours dessous, hein, donc rien n'est fait. Mais pour l'instant, voilà. Voilà, nous on pense depuis la mi-octobre que le marché a fait le choix du dollar, et on pense surtout que ce choix va se poursuivre en 2014. Donc pour l'instant, la tendance haussière se poursuit. Ouais non là j'avoue c'est 57,3, c'est pas mal du tout. On va se remettre le chart de cet indicateur pour voir un peu ce que ça donne en fait maintenant concrètement. Donc ça on a 57,4, donc bah dis donc je monte, c'est un plus haut de je sais pas combien de temps. Enfin c'est un plus haut de plus de 2 ans là. Donc bon. Bref. Voilà, nos chers Américains ont confiance en l'avenir. Donc hausse du dollar US, c'est très bien.
Et qu'est-ce qui se passe sur le CAC et les indices? Il se passe rien. Vous voyez un peu la nouvelle psychologie qui se met en place sur le marché. Des bons chiffres US, des bonnes stats. Ça ne fait plus monter les marchés actions. Marché action qui ne raisonne pas en fonction de ces bons chiffres, mais en fonction du fait que bons chiffres égale retrait de la Fed. Et le marché n'a pas confiance dans l'économie sans la Fed et vendra donc les actifs risqués. Donc là, le CAC et tout ce qu'on a pu dire sur les indices, pour l'instant, ça tient la route. Les indices US, parce que c'est quand même une séance de Wall Street et puis ils ont réouvert. Alors, bon, il n'y a pas de biseau, mais on voit toujours que le S&P plafonne sous les 1810 points. Qu'est-ce qui dégraderait franchement la configuration du SP500? C'est casser un support. Et le prochain support en daily, il est à 1795 points. Donc s'il casse 1795, le S&P, là ça commence à sentir la prise de profit. Le dos, le prochain support daily, il se trouve à 15 970. Donc là, je pense qu'on a par contre des marchés qui vont aller les chercher. Ah oui, au fait, les graphiques mensuels des indices US, là où potentiellement il y avait des divs négatifs de momentum, alors on va aller les regarder, ces petits graphiques mensuels. Alors ça charge. Donc n'oubliez pas sur votre CFD dollar index, vous le mettez sur votre plateforme. Si on franchit 10 650, c'est bon. Si on franchit pas, c'est baissier pour le dollar US. Enfin baissier, on n'ira pas plus haut. Ah, pas tout de suite. Alors, donc le dos en données mensuelles, et oui. Bah on l'a, notre petite div potentielle de momentum. Ça y est, on a eu la clôture mensuelle donc vendredi dernier. Donc là, on se retrouve un peu dans la situation sur le dos, la situation de décembre 1999, d'octobre 2007 et décembre 2013. Ça sent pas bon, ça ne sent pas bon. Le baril. Est-ce que le baril y tient? Bon, alors vous voyez, le dollar monte, le pétrole casse ses plus hauts du jour. Je pense que là, ça doit vous finir de vous euh, convaincre que le pétrole, il est dans un marché de rebond technique et que probablement ça va se poursuivre. Alors là, au moins jusqu'à 95-25. Si jamais ça franchit, bah, c'est 98, puis 99. Là, par contre, on va chercher des ventes vers 98-99. Mais là, c'est un beau rebond, donc voilà. Pile poil, un rebond dans le bas du canal qui lie tous les mèches de marché depuis juin dernier. Bon, on vous l'a répété un certain nombre de fois, vous connaissez notre stratégie là-dessus. Le Yucca Oil, il est sous résistance, mais voilà, bon, on le traite pas, celui-là, il n'y a pas grand-chose à faire là, sauf si vous avez réussi à attraper le rebond. En tout cas, 112, là, c'est une résistance. Le gaz, le gaz est toujours sous les 3,94, les 61,8 de retracement. Il n'y a pas de rejet. Bon, là, l'idée, c'était de jouer le point. La résistance horizontale, le retracement. On est encore en dessous. Bon, ça a l'air quand même de tenir du côté du gaz naturel. Techniquement, c'est un scénario qui justifie. Après, au niveau de la saisonnalité, pas forcément, un peu moins. Mais voilà, là, on est toujours sous le niveau, donc pour ma part, je ne touche à rien. Le stop est à 3,96 à suivre. L'idée, c'était de jouer la structure d'élargissement, et le retracement. Alors, j'entends parler de l'or et l'or. Bon bah l'or, écoutez, je pense que là, il retourne chercher ses bas du printemps dernier. Voilà, je pense que la 1180, c'est quelque chose qu'on devrait aller chercher depuis qu'on a cassé les 1270. L'argent, ça doit être la même. Ouais, c'est la même. Un poil plus fort. Mais voilà, prochain support, 19,15. Alors, hop. Là, vous avez début d'un mouvement correctif sur le Dow Jones proposé par Adrian, justement, qui revient sur ce chart en biseau ascendant. Vous ajoutez à ça la divergence négative potentielle de momentum. Bon, voilà. 16 000 points, 1800 sur le S&P.
à suivre, mais potentiellement des points hauts annuels, voire semestriels, voire je ne sais pas. Alors, Jérôme. Alors bonjour, j'anticipe. Pourriez-vous me dire quand la Banque d'Angleterre va réinjecter des liquidités? Eh bien, je ne sais pas. Non, je me suis pas penché sur ce que fait la Banque d'Angleterre. Alors en fait, voilà, Jérôme, c'est plutôt le contraire. En fait, pour la Banque d'Angleterre, c'est comme la Fed. C'est-à-dire que les perspectives, c'est plutôt une réduction du soutien, des mesures non conventionnelles, voire même une hausse des taux d'intérêt, du taux directeur, enfin bref, des taux d'intérêt à court terme. Alors, over. Sur quel site peut-on trouver un résumé des discours de Ben Bernanke? Alors, le site officiel de la Fed, par contre, il n'y aura pas de traduction en français, c'est de l'anglais. Après, c'est pas complexe, franchement, je vais vous donner le lien. Vous avez le site officiel de la Fed, c'est bien foutu. C'est pas bien complexe. Alors, je vous laisse regarder ça. Là, je vous donne le calendrier de tous les événements monétaires de la Fed. Par contre, voilà, forcément, ils prennent pas la peine de traduire en français. Alors, l'indicateur TIX du NICE. La visiteur, je sais absolument pas. Pour ça, je sais pas du tout. Je ne pense pas. Mitchell me demande que se passe-t-il sur les US. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Alors, PP. PP veut savoir qu'est-ce qui se passe du côté de la Nouvelle-Zélande. Écoutez, ma foi, la Nouvelle-Zélande, c'est loin. Il faudra 24 heures d'avion pour y aller. Enfin, trêve de plaisanterie. Je me demande là, ouais, finalement, je me demande si la paire, elle est pas revenue chercher une résistance là, à 82,20. C'est pas mal la mèche. Là, j'aime bien en fait. Ça fait un peu pullback de la tête-épaule. Épaule, tête-épaule. Pullback 82,20, 82,50. Pas mal. À suivre, mais voilà, je pense que là, on a une paire qui peut revenir chercher les 81. Ensuite, bon, celui-là, on en a parlé 1000 fois. Pierre nous explique que le PMI manufacturier USA est à un plus haut depuis mai 2011. Merci Pierre. L'USD CHF, eh bien, c'est le contraire de l'euro-dollar, donc voilà. Pop, pop, pop. Il est où? L'USD CHF. Non, mais en fait, c'est la même que l'euro-dollar. En fait, on a cassé. L'eurodoll, lui, il est sorti par le bas d'un canal haussier. L'USD CHF, il est sorti par le haut d'un canal baissier. Là, il est collé à l'ancienne borne. Voilà, alors. Avec un ultime support à 0,90. Donc tout ce qui revient vers ces 0,90, là, ça s'achète. Après, ouais, il faudrait franchir la résistance des 91,30. En fait, c'est comme l'eurodoll, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'eurodoll casse un support pour aller plus bas. Bah, il faudrait que l'USD CHF franchisse les 91,30 pour aller plus haut. Et là, c'est reparti en fait. C'est un peu poussif, hein, mais on reste collé à cette ancienne trendline. Et l'idée, c'est que ça reparte pour aller chercher, revenir chercher les 92,50. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais en dessous là?
Ah, c'est le CHF Index, je l'avais oublié celui-là. Euh, regardez le CHF Index, ça fait presque double top. Donc ça c'est clairement pas favorable au CHF. Il est sous résistance le CHF. Donc bon, hein, ça c'est plutôt un facteur de hausse pour l'USD CHF. On a potentiellement un marché qui peut revenir chercher ce niveau-là, donc j'avais pas fait attention à ça. Ok. Et l'euro CHF dans tout ça alors. Ok, ça c'est le GBP CHF, l'euro CHF. Non, bah, il se passe rien. Toujours comprimé entre le support des 1,2280 et cet oblique. Donc là, franchement, à suivre, mais moi, je pense que ça finira. Ça peut sortir par le haut. Tout va dépendre un peu de ce qui se passe de ce que va faire la Banque nationale de Suisse, en fait, hein. C'est plutôt ça qu'il faut suivre. Mais je me demande si Euro CHF pourrait pas nous remettre voilà, une nouvelle jambe vers 1,24 et un USD CHF aussi qui monterait. En fait, une baisse du CHF. Quand je regarde le CHF index, ça, à affiner, à suivre. On ne peut pas tout suivre, mais il y a peut-être quelque chose. Intéressez-vous, hein, Olivier, allez jeter un œil sur le site de la Banque nationale de Suisse. Prenez le temps de regarder un peu tout ce qu'elle a dit, toutes ses perspectives. Et puis n'oubliez pas de travailler votre franc suisse index. Je vous avais expliqué comment l'installer. Et si vous ne savez pas le faire, demain à 18 h, Adriane vous explique comment ajouter justement tous ces indicateurs qui viennent du site FX Code Base pour les ajouter à la plateforme MarketScope. Comment l'enrichir avec des nouveaux baromètres. Bon, ça on l'a déjà vu. À mon avis, ça commence à sentir pas bon. À voir, on est toujours dans cette structure là. On va la prendre proprement. Ouais. Oh, peut-être encore aller chercher 3,95, mais honnêtement, moi sous 3,94,5, je préfère voilà, chercher des ventes. Donc je ne change pas mon opinion sur ce marché. Et Wiking Air, le pétrole décolle. Ça c'est pas mal. Ouais, USD Yen. Ah ouais, non, mais USD Yen, 103,50, il faut sortir, hein. Après, bah, si ça doit passer, ça passera, mais enfin, on sait pas en fait. Quand on arrive sous une résistance comme ça, il faut sortir. Bah, je vois toutes les paires en Yen, elles commencent un peu à se retourner là, donc le Nikkei. Oui, puis alors, de toute façon, plus le Nikkei approche des 15 950 points, plus ça sent la fin du mouvement quand même, hein. Avec ouais, des petites divs, ouais, petites divs, la potentielle, ouais, ça sent la fin du mouvement. Et sur le Nikkei, et sur les paires en yens à court terme. Euh, alors, la UDNZD, on va aller checker ça. La UDNZD, où se cache-t-il? Alors, oui, c'est un peu complexe la UDNZD quand même. Je sais absolument pas ce qu'il nous fait là. Ce qui est
embêtant sur cette perte de devis, c'est qu'en effet, on avait des indicateurs de momentum qui indiquaient potentiellement qu'il pouvait se passer quelque chose. Et en fait, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'on est passé d'une chute verticale à une chute un peu plus lente. Mais on a une paire qui fait toujours des nouveaux bas. J'éviterais. J'éviterais d'aller chercher quelque chose là-dessus. Alors, de rien, Olivier. Ok. Euh, bon, vous l'avez compris, le marché se réveille. Tout le monde est rentré de vacances, tout va bien. Noël, c'est dans un mois, donc les vacances, on n'y pense pas. Par contre, il y a du catalyseur, il y a tout cette semaine. Il y a tout. PIB, les banques centrales, les indicateurs de confiance, les indicateurs avancés. Enfin, il y a le marché du travail aux États-Unis. Il y a tout. Mercredi, jeudi, vendredi. Vraiment, c'est la plus grosse semaine sur le plan macro. On voit que c'est lundi, on a déjà des mouvements. Alors que bon, c'est certain que les PMI c'est important, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Quand je vois ce que fait aujourd'hui l'eurodoll un lundi matin, alors qu'on avait avant même les PMI commencé à casser des supports, je me demande bien ce qui va se passer avec Mario Draghi. Ça fait 3 semaines que cette paire est fatigante. Ça sent la cassure. On verra bien, mais en tout cas, ça sent la volatilité. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci d'avoir été attentif à ce point de marché. Je vous retrouve demain, début d'après-midi, et puis tout à l'heure à 18 h, donc un point justement pour tous ceux qui découvrent nos services, un point actualisé sur toutes les ressources d'EliFX. Et demain, prenez date, 18 h, on vous explique comment rajouter tous ces index devises, le spread oscillator, tous ces indicateurs que nous utilisons pour vous proposer ces points de marché. On vous explique demain comment les ajouter à votre plateforme et comment les utiliser, et puis comment même en chercher d'autres. Voilà, merci à tous de votre attention et à tout de suite donc sur le site et le forum d'EliFX. Merci.